Jour consacré au 35e sommet franco-britannique qui s'ouvre aujourd'hui au sud-ouest de Londres. Il réunit, on en parlait tout à l'heure, Emmanuel Macron et Theresa May qui vont notamment parler migrants et signer a priori un nouveau traité sur le sujet en complément des accords du Touquet de 2004. Avec nous pour en parler, notre invité Olivier de France, directeur de recherche à l'IRIS. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Qu'est-ce qui pose problème avec ces accords du Touquet qu'Emmanuel Macron veut aujourd'hui compléter ? Je pense qu'il y a surtout une logique politique derrière, c'est qu'on se rappelle des positions d'Emmanuel Macron quand il était ministre de l'économie et pendant la campagne présidentielle. Il avait promis de renégocier, de remettre sur la table les accords du Touquet. Donc je pense que c'est une opportunité politique pour Emmanuel Macron aujourd'hui de montrer qu'il essaye de le faire. Et concomitamment, pour Theresa May, il s'agit d'une opportunité politique de montrer que la Grande-Bretagne est encore engagée en Europe par une espèce de stratégie du bilatéralisme en fait. C'est-à-dire elle ne peut plus au sein de l'Union européenne montrer que les intérêts de sécurité sont partagés entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et donc, je pense qu'en négociant des accords bilatéraux, c'est une manière pour elle de montrer que le Royaume-Uni reste engagé. Par exemple, il y a quelque temps, le Royaume-Uni a négocié un accord bilatéral avec la Pologne, un accord militaire. Donc c'est une manière de montrer que le Royaume-Uni, à la fois, est ouvert à tous les vents, puisqu'elle va à Washington, elle va en Australie, au Japon, etc., mais aussi plus près des rivages britanniques, elle cherche à maintenir le lien bilatéral avec ses partenaires principaux. Alors concernant le fait de compléter les accords du Touquet, Theresa May semble vouloir satisfaire Emmanuel Macron sur le sujet. Selon un porte-parole de l'exécutif britannique, elle doit annoncer une hausse d'un peu plus de 50 millions d'euros de sa contribution au contrôle de la frontière à Calais. C'est une décision qui néanmoins pourrait susciter la colère, la fronde peut-être de certains parlementaires britanniques. Je pense que si on replace ça plus généralement dans l'économie des relations entre la France et la Grande-Bretagne, il ne faut pas surestimer ce que ça peut représenter. 50 millions, c'est une goutte d'eau, ça va servir à remplacer des caméras de surveillance, à rebâtir des infrastructures. Enfin, au-delà de ça, je ne pense pas que ce soit vraiment un point dur. Là, ce qui pourrait être un peu plus problématique, c'est si pendant la négociation du Brexit, l'accord de transition après 2019 implique que le Royaume-Uni ne peut pas contrôler les flux de migration avant 1, 2 ou 3 ans pendant la période de transition. C'est là où, en gros, tout ce que les conservateurs britanniques souhaitaient et devront se rendre à l'évidence qu'ils ne pourront pas le faire avant 2021 ou 2022. Et c'est là que ça risque de poser problème, à mon avis. Elle doit a priori également annoncer aujourd'hui une augmentation du nombre de mineurs isolés étrangers pris en charge par le Royaume-Uni. C'est l'urgence principale aujourd'hui. On sait que le nombre de ces mineurs ne cesse d'augmenter, contrairement au nombre global de migrants. Oui, je pense que ça, sur ces points-là, il est difficile pour Theresa May de refuser les demandes d'Emmanuel Macron, dans la mesure également où du point de vue français, on peut considérer que le Royaume-Uni aujourd'hui n'est pas forcément en position de force dans les négociations, puisque Emmanuel Macron peut surfer sur, son projet de relance de l'Union européenne et le fait que Angela Merkel, qui est embourbée dans des difficultés domestiques aujourd'hui, le font apparaître comme l'homme fort de l'Europe aujourd'hui. Est-ce que Theresa May a elle aussi des demandes, des choses à obtenir du président français ? Je pense que c'est très très important pour elle, comme je le mentionnais tout à l'heure, de montrer que la relation bilatérale entre le Royaume-Uni et le reste de ses partenaires européens ne sera pas détruite par le fait que l'on s'écharpe un peu dans les négociations du Brexit aujourd'hui. Alors, il faut faire un peu la distinction, faut faire attention parce que la renégociation des accords du Touquet, ça peut se faire parce que c'est strictement bilatéral. Les négociations sur la coopération militaire peuvent se faire parce que c'est strictement bilatéral. Mais en réalité, tout le reste, tout ce qui porte sur les accords commerciaux et sur les accords économiques, ne peut pas être négocié par la France, puisque c'est négocié par délégation, par Michel Barnier,
en représentation des 28 États membres de l'Union européenne, moins le Royaume-Uni. Donc, ce qu'on va pouvoir négocier du point de vue économique et commercial est limité par le fait qu'en réalité, on délègue ces négociations à Bruxelles. Cette coopération bilatérale que vous évoquiez à l'instant, c'est l'avenir de l'Union européenne aujourd'hui, à l'heure où justement, notamment sur la question migratoire, de nombreux pays européens freinent la coopération au sein de l'UE? C'est-à-dire parce que par exemple, l'Union le groupe européenne... de Visegrad, Pologne, Hongrie, etc., sont très réticents à coopérer pour ce qui est de la gestion de la crise migratoire en Europe. Est-ce que cette coopération bilatérale, donc en one-to-one avec des pays, est-ce que pour vous c'est une manière d'avancer malgré tout dans le projet européen? Pour moi, c'est une manière de reculer parce que le projet européen n'a pas été bâti justement sur ces coopérations bilatérales. Ce que le projet européen représente précisément, c'est d'essayer de sortir par le haut, c'est-à-dire d'avoir une solidarité pas uniquement ponctuelle sur tel ou tel dossier. Ce que on reproche aujourd'hui, par exemple, aux membres du groupe de Visegrad, c'est d'avoir profité des fonds structurels européens et d'être solidaire quand il s'agit de recevoir des budgets européens et d'être un petit peu moins solidaire quand il s'agit d'en accepter les contraintes. L'Union européenne aujourd'hui, c'est pas accepter uniquement les bénéfices, c'est pas les contraintes, c'est accepter les bénéfices avec les contraintes. Et c'est là où il y a une petite rupture politique entre certaines parties de l'Union européenne, puisque en France, on considère que l'Europe, quand vous êtes dedans, c'est une certaine communauté de destin. Au Royaume-Uni, c'est pas forcément le cas. En Europe de l'Est, c'est peut-être pas forcément ou peut-être pas encore le cas. Et c'est pour ça que l'Europe est tiraillée entre ces divisions politiques-là. Quels sont les autres grands enjeux de ce sommet qui s'ouvre aujourd'hui à Sandhurst, notamment en matière de défense? Oui, alors ça c'est quelque chose de plus, à mon avis, de plus structurel et de plus important, parce que bon, les accords du Touquet, c'est une chose, mais si vous n'arrivez pas à stabiliser l'environnement régional européen, les accords du Touquet ne seront qu'une rustine, en fait, puisqu'il faut essayer de traiter les problèmes à la racine. Donc, par exemple, le Royaume-Uni a accepté d'envoyer des hélicoptères au Mali pour aider l'opération Barkhane. C'est une première chose. Mais la coopération militaire, en fait, entre la France et le Royaume-Uni a une longue tradition de coopération. Il y a les traités de Lancaster House, qui ont une dimension à la fois conventionnelle, c'est-à-dire non nucléaire, sur toute une série d'équipements, et un versant nucléaire. Et c'est des choses que dont les gens ne soupçonnent parfois pas la profondeur. C'est des drones de combat, c'est des drones, on a évoqué des drones maritimes, c'est de la coopération en matière de recherche et de tests et d'essais du point de vue nucléaire. C'est une force expéditionnaire commune, c'est-à-dire concrètement, vous avez des militaires français et britanniques qui peuvent combattre ensemble dans une opération extérieure. Et ça, ce sont des choses qui ont été mises en place depuis 2010, le traité de Lancaster House, mais aussi bien avant, depuis 2006. Et on ne va pas remonter jusqu'aux accords de Saint-Malo en 98, qui ont en fait lancé la coopération de défense européenne. C'est le franco-britannique qui a lancé la coopération de défense européenne. Les opérations dans les Balkans dans les années 90, l'opération en 56 à Suez, et puis on est en 2018, c'est le 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Donc il y a quand même une longue tradition de coopération entre pays qui, au-delà des divisions un peu picrocolines sur les négociations du Brexit, sont de vieilles démocraties, qui sont voisines, qui ne sont pas ennemies, qui sont des puissances économiques et qui dépendent l'une de l'autre. Donc au-delà de tous ces conflits, je pense qu'il faut prendre un peu de perspective et se dire que on reste quand même des voisins et des amis, et ça ne partira pas. Ça. Merci beaucoup Olivier de France pour votre éclairage. Restez avec nous, Paris Direct.